Bienvenue à tout le monde, merci d'être aussi nombreux au café pour déjà cette troisième édition ici de la Semaine du Cerveau. La Semaine du Cerveau, mais je vais tout de suite laisser la parole à Carole, la grande Manitou de la manifestation, qui va vous expliquer ce que c'est. Le but, c'est d'amener la science au plus proche de la population et de trouver les bonnes excuses pour le faire. Excuse-moi Jérôme. Et la bonne excuse pour le faire ici, c'est de parler de sport, de parler d'exploit. Et ce soir, c'est précisément ce qu'on va faire. Et le but ici, c'est qu'il y ait toujours des sportifs qui introduisent le sujet et le meilleur de la science, c'est-à-dire des chercheurs spécialistes du domaine qui prennent la parole ensuite. Mais je laisse Carole en parler mieux que moi. Oui, alors merci Christophe. Je vais être assez rapide quand même, parce je vois qu'il y a des gens qui nous suivent et qui nous suivent depuis le 5 mars, parce que cette année on a fait un mois du cerveau. Donc on a commencé le 5 mars et on finit le 30 mars. Bon voilà, c'est plus la semaine du cerveau, c'est le mois du cerveau. Donc la semaine du cerveau, effectivement, c'est un événement qui a lieu dans plus de 50 villes en France, qui est un événement international qui a lieu partout dans le monde, toujours à la même période de mi-mars. Et effectivement, c'est, comme tu l'as dit, c'est pour sensibiliser le grand public et les scolaires à la science, créer des vocations, pourquoi pas, auprès des scolaires. On a fait d'ailleurs une journée dans notre laboratoire aujourd'hui où des scolaires sont venus et on leur a montré des petits ateliers scientifiques qui reflètent ce qu'on fait toute l'année dans nos labos. Et puis le grand public, on vient vers vous à travers des conférences, des ciné-débats, des spectacles musicaux. Et aujourd'hui, c'est une conférence un peu spéciale qui a lieu dans un lieu que j'adore. Et merci beaucoup au Café du Cycliste, j'en profite, de nous recevoir depuis 3 ans. C'est ce que tu as dit, 3 ans. Et c'est un lieu qui est quand même atypique pour parler de science. Et parler de sport et de science dans un lieu pareil, c'est super. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Si vous voulez voir tous les événements qui ont lieu encore sur la Côte d'Azur, vous avez des petits programmes, et sinon c'est en ligne, c'est Semaine du Cerveau 06, et vous verrez tous les événements. Je vais juste vous parler d'un ciné-débat qui a lieu demain sur la schizophrénie à Pathé-Gare du Sud. Donc n'hésitez pas à venir si ça vous intéresse. Il y aura un débat après par des psychiatres qui seront animés par des psychiatres du CHU de Nice. Et il y aura la conférence de clôture qui aura lieu le 27 mars à 19h à Villeneuve-Loubet, au pôle Auguste Escoffier. Et on parlera encore de sport, ce sera sport et dopage. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. C'est le 27 mars, 19h, Villeneuve-Loubet. Je voulais juste en profiter pour remercier, donc c'est un événement qui a lieu grâce au CNRS, à l'INSERM, et à l'Université Côte d'Azur, qui nous soutient depuis des années, et d'ailleurs je les vois là, et au département Sciences et Sociétés, Anne-Sophie, Mathilde, Guillaume, qui m'a hyper aidé cette année. Donc voilà, merci à eux, parce que c'est grâce à eux que ça a lieu aussi, voilà, entre autres. Voilà, merci beaucoup. Et puis à tous parce que c'est ça, nous moi je suis chercheur à l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire, donc je fais ça effectivement un petit peu en plus de mon travail habituel. Il y a des étudiants, il y a les techniciens, il y a des cliniciens qui sortent finalement des hôpitaux, des laboratoires pour venir vers vous, donc merci à eux aussi. Je vois les étudiantes qui sont là, qui ont aussi participé, donc un grand merci à tous ces gens-là. Voilà, et puis je vais passer la parole au directeur du Café du Cycliste, c'est ça? Jérôme Esserle, CIO de Café du Cycliste. Merci. Donc moi, l'objectif, c'est de vous souhaiter la bienvenue. Vraiment, on est ravis d'organiser ça en tant que marque. Pour nous, c'est très important toujours d'avoir ces événements. Le premier, je l'ai vu sur YouTube. Les 2 suivants, j'ai participé, donc c'est très sympa. Un grand merci à toute l'équipe qui a organisé, bien sûr, Christophe, Maëlys, enfin toute l'équipe du café, de l'université. Profitez bien de cet instant. En général, c'est très instructif, super. Donc la marque Café du Cycliste, je ne sais pas si vous la connaissez bien, elle a été fondée par Rémi, qui nous regarde en haut, en 2009. On est une marque internationale, on se développe bien. On est vraiment sur un segment qui est très intéressant, donc d'un vêtement premium, esthétique aussi, avec beaucoup de valeurs derrière, donc on essaie de produire de manière responsable. Vous avez vu, je pense tous, sur notre porte le label B Corp. Si vous ne connaissez pas, demandez à l'équipe du magasin, ils vont vous expliquer. Donc merci à tout le monde, profitez bien de cette soirée. Je ne vais pas être beaucoup plus long parce que je n'ai pas beaucoup de contenu à raconter. Moi je voulais dire un petit merci, j'ai remercié tout le monde, mais je veux quand même un grand merci à Christophe, parce que c'est grâce à toi quand même qu'on est là. Voilà. Oui, c'est bien sûr, ça va sans dire. Avec plaisir.
Ok, merci à vous. Voilà. Alors, ce soir, j'ai 2 choses à vous dire. La première, alors beaucoup étaient là l'an dernier. Cette année, on avait prévu d'accueillir 2 sportifs. C'est toujours le truc quand on a la chance d'avoir des plateaux de luxe avec Yanis et Pierre Rollet. Pierre Rollet, vous allez le voir, il n'a pas pu nous rejoindre ce soir. C'est le surfeur de grosses vagues. Il a été retenu tout simplement parce qu'il y a des conditions de vagues qui sont énormes actuellement à Osgore. Et son employeur, parce que c'est son métier de surfer, lui a demandé de rester pour tourner un film. Alors vous verrez, il nous a fait un petit clip. Bon, ça ne remplace pas sa présence, bien entendu, mais il sera là l'an prochain en misant sur le fait qu'il n'y aura pas de grosses vagues. Mais on a avec nous Yanis ce soir, que vous allez voir tout à l'heure. Certains d'entre vous le connaissent peut-être, mais vous allez voir, c'est une histoire qui est absolument incroyable. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'an dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait 2 personnes qui étaient ici. Il y avait le premier, c'était Adrien Lichty. Alors Adrien, cycliste au long cours, je ne sais pas si vous vous rappelez. On voulait vous donner des nouvelles un an après et vous raconter un peu ce qu'ils ont fait. Alors Adrien, il nous a envoyé une petite vidéo. Il est là, Adrien. J'espère que le son va marcher et je vous laisse découvrir ce qu'il a à nous dire. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de la Semaine du Cerveau à laquelle j'ai eu la chance de participer l'année dernière. Je vous fais une petite vidéo rapide sur le vélo, j'ai pas eu le temps de la faire avant. Je m'apprête à traverser une chaîne de montagnes pour aller à Pointe-Noire au Congo dans le cadre de ma traversée du continent africain, du point le plus au nord au point le plus au sud. Donc aucun record n'a encore jamais été établi sur cette traversée. J'ai parcouru déjà 12 500 km. Il m'est arrivé plein d'aventures. J'aurais dû terminer maintenant, mais j'ai malheureusement passé 2 semaines en prison au Cameroun. Et là, il me reste 3-4 pays et 5000 bornes. Et ouais, j'ai hâte de terminer là, j'en ai un peu marre. J'ai envie de terminer sous les 100 jours, c'est l'objectif. Belle conférence à vous. Voilà, il s'est fait attraper au on peut l'applaudir, mais c'est pas là. Ça lui fera plaisir à voir la vidéo. Il m'a raconté que de passage au Cameroun, il s'est arrêté près d'un pont pour le filmer. Et en fait, ce pont a une dimension stratégique pour le pays et il s'est fait embarquer. Il a passé 15 jours en prison, il a chopé la malaria, bref, il est reparti assez fatigué. Mais le gars a un peu une tête brûlée, vous l'avez compris, et il finit son tour du monde. Voilà, donc ça c'était pour Adrien. Et l'autre personne qui était là, c'était Alexia Barrier. Vous vous rappelez qu'elle nous a expliqué qu'elle embarquait sur un ultime, qui sont les géants des mers, et qu'elle allait établir un temps aussi de référence, comme est en train de le faire Adrien sur la traversée de l'Afrique, d'un tour du monde en équipage 100% féminin. Et voilà, j'ai eu la chance d'être à son arrivée quand elle était à Brest. Je vous la remets un peu, voilà, Alexia. Donc, elle a réussi, elle a eu des galères pas possibles elle aussi, enfin franchement, elle vient de très loin. Elle est rentrée dans le port de Brest, il n'y avait même plus de voile. Elle devait nous envoyer un film, mais je pense qu'elle va se réveiller un peu trop tard pour le faire. Mais super bel exploit aussi qu'on peut applaudir. C'est une amie du café, elle reviendra là et je pense qu'à l'année prochaine elle sera là. Donc applaudissements pour Alexia qui a réussi ça. C'est assez incroyable ce qu'elle a fait. En plus, un jour avant, Marc Coville, qui a établi le record, était là. Il a vraiment tenu à les saluer parce qu'il a trouvé que c'était quelque chose d'exceptionnel. Donc on est particulièrement fiers et c'était un moment très émouvant. Quant à Pierre Rollet, c'est le garçon qui va être avec nous ce soir, le surfeur de vagues qui n'est pas là. Donc lui nous a fait un petit message, je vais vous le faire écouter aussi. Il est là, le Lascar. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon je suis vraiment désolé, je ne peux pas être avec vous ce soir. J'ai été retenu par une houle extraordinaire ici à Hossegor. On a eu des vagues complètement folles mardi, mercredi et aujourd'hui. On sort à peine de l'eau, on a été à l'eau au lever du jour aujourd'hui. Et l'idée c'était de faire Something Different. C'est un petit peu, ça va être clairement le titre du prochain clip qu'on va sortir. Et j'ai été ramé des vagues au large d'Hossegor, chose qui avait encore
jamais été fait et jamais mis en image. Donc j'espère qu'on va pouvoir faire un clip complètement dingue. Et en tout cas, je suis désolé de ne pas être là avec vous ce soir. Ça aurait été un grand plaisir de partager mon expérience et puis surtout d'écouter et de rencontrer encore une fois des personnes formidables. Et j'aurais bien été mettre quelques coups de pédale avec Christophe et puis quelques gars de l'équipe demain. Bon, ce n'est que partie remise. Je reviens très vite. Je vous embrasse à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Profitez bien et à très vite. Et Forever Outsider. Bon alors c'est cool, bon, c'est vrai que ça aurait été sympa de l'avoir, mais on l'invitera l'an prochain. Ski Surf c'est juste monstrueux quoi. Et il avait une anecdote assez sympa à nous raconter, mais je ne vais pas le spoiler, ce sera pour l'an prochain. Mais écoutez, c'est pas bien grave parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait la chance exceptionnelle d'avoir un plateau de choix ce soir puisqu'on a aussi Yanis Pelé qui est avec nous. Alors avant de l'accueillir, vous allez voir l'histoire, elle est assez incroyable. Et je pense que pour illustrer la peur, on peut difficilement faire mieux que l'histoire de Yanis. Je vous laisse découvrir une petite introduction sur le sujet de Yanis ce soir et on l'accueille ensuite. 2 minutes et une phrase. Ça suffit pour tout détruire. Je regarde le téléphone, il sonne, je dis putain, mais qu'est-ce qu'ils veulent, Je dis je vais quand même répondre, donc je dis salut Lionel et tout. Je réponds. Puis là, il y avait Yanis, il a fait le shoot. Là. Je voyais mal Yanis autrement que sur un vélo, quoi. C'est sûr, sa montagne et son vélo. C'était tout, quoi. Il pouvait s'inscrire en Coupe du Monde, quoi. Donc ça a été carrément l'apothéose, quoi. Son examen neurologique était considéré comme ce qu'on appelle un examen neurologique complet. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien. J'ai dit que ça allait... que c'était un moment dur à passer, mais que j'allais me relever, quoi. Yanis écrivait beaucoup sur des cahiers. Toujours la même phrase. J'ai confiance en la vie. J'ai confiance en moi. Je vais remarcher. Oui, je vais remarcher. Je le répète plein de fois. J'écrivais toujours la même chose. Tu façonner ton cerveau, quoi. J'ai vu beaucoup de patients qui avaient la volonté de remarcher et qui n'ont pas remarché. Ça va être cruel de fixer un objectif qu'il n'arrivera pas à atteindre. Quand le docteur il m'a annoncé que je pourrais plus marcher, pour moi c'était impossible d'y croire. C'est impossible. Pendant longtemps, on a étudié la dimension mentale d'un côté et la dimension physique de l'autre. Mais en réalité, on est sur une sorte de continuum. Et les exercices mentaux ne sont rien d'autre que des exercices physiques, quelque part, que vous exécutez. Le mental, la conviction de quelqu'un qui se dit « moi, je remarcherai ». Et je suis sûr que je remarcherai. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire dans cet organisme. Quelque part, j'ai l'impression qu'il s'est raccroché à un rêve. Il faut se battre en oubliant un peu la réalité des fois. J'ai confiance en la vie. J'ai confiance en moi. Je suis une personne chanceuse avec une bonne étoile. Je vais remarcher. Oui. Je vais remarcher. Voilà, on accueille Yanis Pelé qui va venir jusqu'ici en marchant. Et Yanis, merci d'être avec nous. Pendant que tu nous racontes ton histoire, je propose qu'on fasse tourner derrière toi les images d'un film que tu viens de finir de tourner. Tu peux nous raconter un peu l'histoire avant que je lance les images ? Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre présence, ça fait trop plaisir. Merci à toute l'équipe du café qui a organisé ce chouette événement. Je pense que ça va être super intéressant et on va passer un super moment. Donc merci beaucoup. Donc le film qu'on va voir, c'est World Tour. C'est un tour du monde à notre façon. Et vous allez découvrir que finalement, on n'est pas allé si loin que ça. Il a été réalisé par Pierre, qui est juste là derrière la caméra. Et on est parti 3 mois sur les routes avec un beau van. Et on a ramené toutes ces images pour vous partager ce message qui nous paraissait important à partager. Donc bon visionnage. On raconte ce que c'est en fait l'aboutissement du film ou on laisse découvrir et tu diras la surprise. Ouais, ok, d'accord, ça marche. Donc vous avez vu le petit teaser d'introduction. Yanis revient de super loin, on est content de t'avoir avec nous. Tu es un gars du coin en plus, alors on te voit souvent, mais c'est toujours agréable de te voir et puis de redécouvrir ton histoire.
Est-ce qu'on peut te laisser te raconter notre histoire, ce qu'on a vu dans le teaser et qui est disponible dans un film? Est-ce que tu peux nous le raconter de vive voix? Tu peux t'asseoir si tu veux. Ouais, ça va. Donc mon histoire, c'est vrai qu'elle est assez particulière. On va revenir un petit peu sur mon enfance qui a eu, je pense, un intérêt, un impact sur ma récupération et sur la manière dont j'ai pu aborder cet accident. Donc j'ai grandi, je suis arrivé à l'âge de 3 ans dans les montagnes du Mercantour, pour ceux qui connaissent, à Saint-Almas-le-Selvage, proche de Oran, dans un tout petit village de 70 habitants, où on a eu une liberté incroyable, on a eu vraiment une enfance de rêve. On était avec un groupe d'une vingtaine de potes où on faisait vraiment les 400 coups ensemble, on passait notre temps dehors à découvrir cet environnement qui nous était tellement important, et on faisait des cabanes, on faisait du vélo, on était vraiment une liberté juste incroyable, et on était tout le temps entre potes. C'est vrai que j'ai pas beaucoup passé de temps à la maison sur cette période-là. J'ai ensuite goûté à différents sports outdoor en étant en section sportive au collège et au lycée, ce qui m'a permis de rencontrer plein de personnes et de me tourner vers le VTT. En fait, il y a une compétition qui a eu lieu à Oran en 2013, une Coupe de France. Même si j'ai toujours adoré le vélo et avec les copains, on faisait des compétitions ensemble, tout ça, c'était quand même quelque chose qui était important pour moi. J'ai fait une saison aussi en club de ski, en compétition, ce qui ne m'a pas forcément beaucoup plu. Et donc j'ai décidé de me lancer dans le VTT. Avec mon père, on est tombé sur une super belle occasion dans un magasin, sur un vélo de descente. C'était un peu mon rêve. Donc on ressort avec, et de là je me lance dans la compétition sans rien connaître. Franchement, à ce moment-là, je découvrais vraiment cette discipline, je découvrais les personnes, j'étais pas très fort. Ma première compétition, c'était juste c'était l'apocalypse, et je termine très long au classement, mais c'était juste que du kiff, que du bonheur. Si on n'avait même pas de kawaii, on était complètement à l'arrache sur cette compétition, mais j'ai adoré. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, j'adore ça et je veux un jour pouvoir en vivre. Donc je vais travailler, je vais m'inspirer des meilleurs, je vais rouler avec eux, et je vais travailler d'arrache-pied pour atteindre le niveau de Coupe du Monde 3 ans après. Donc ça a été au final assez rapide. Et à ce même moment, donc je fais mes premières Coupes du Monde, on est en 2016. Je termine 20e junior de la seconde Coupe du Monde à laquelle je participe. Et sur l'ouverture des Coupes de France quelques semaines après, donc j'étais vraiment sur un petit nuage, je me sentais vraiment bien sur le vélo, j'étais en pleine ascension. Et on va l'applaudir. Ouais, bravo. Donc on est 2-3 semaines après cette fameuse Coupe du Monde, et on est sur l'ouverture de la Coupe de France, une piste que j'adore, où j'ai des super sensations. Donc on fait une première journée de reconnaissance où tout se passe bien. Le lendemain, donc en Coupe de France, même sur toutes les compétitions, en fait, il faut savoir qu'on a une session de reconnaissance à pied pour apprendre la piste au mieux, et ensuite on a des sessions de reconnaissance pour apprendre la piste par cœur, tester les différentes trajectoires. Et en fait, le VTT de descente, c'est un peu comme la Formule 1 en voiture pour ceux qui connaissent. Et donc on est le samedi avant la manche des qualifications. Je fais 2 runs en mode course pour appréhender un peu ce qui m'attend l'après-midi. Et il y a une fameuse passerelle où il y a une trajectoire qui est la trajectoire classique est assez simple, mais fait perdre du temps. En fait, ça consistait à rouler sur une passerelle et sauter à gauche dans un talus. Et pour ma part, j'ai décidé de sauter directement depuis l'entrée de la passerelle dans un talus pour éviter ces 2 virages. Donc je le fais une première fois, tout se passe bien. Et la seconde fois, je vais tirer et je pars en avant et j'atterris sur la tête. Là, le choc est énorme, ça me coupe le souffle, et comme par réflexe, je me remets debout, je mets les bras en l'air pour récupérer mon souffle, j'enlève mon casque, et là, il me vient une douleur énorme au niveau du dos. Du coup, je m'allonge par terre, j'avais les jambes qui étaient pliées, un ami me les tenait, et à ce moment-là, je sens mes jambes qui tombent sur le côté sans que je puisse les retenir. Donc à partir de ce moment-là, des milliers de questions te viennent en tête. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu es très vite pris en charge, et au final, tu te retrouves rapidement héliporté d'urgence à Grenoble, où je serai opéré. J'ai encore ce souvenir de mes potes qui portent le brancard et sans que je puisse rien faire, quoi. Enfin, moi, je suis juste là sous perf, sous morphine, et je me pose juste plein de questions. J'arrive à l'hôpital, il y a plein de toute l'équipe d'infirmiers, d'infirmières qui arrivent en courant, et là je comprends que c'est grave, quoi. Et donc je vais me réveiller quelques heures plus tard en soins intensifs
branché dans tous les sens, avec ce bip qui résonne dans mes oreilles, et avec une sensation de poids sur mes jambes, comme si j'avais les jambes en fait ensuivies sous du sable sans que je puisse les bouger. Et de là, un premier docteur vient me voir, m'explique en fait que je me suis fracturé des vertèbres, que la moelle épinière a été touchée. Donc déjà, moi à ce moment-là, je ne sais même pas ce que c'est qu'une moelle épinière, j'avais 17 ans à l'époque, et que je suis paraplégique, et que mes chances de remarcher sont très très infimes. À ce moment-là, pour moi, c'est inconcevable en fait, d'imaginer cette vie en fauteuil roulant. Déjà, la paraplégie, c'est quelque chose que je ne connais pas vraiment. Et en plus, je suis passionné de sport, j'habite en haute montagne, tous mes potes font de la montagne. Et je ne peux pas en fait, m'imaginer cette vie en fauteuil roulant, c'est inconcevable. Donc pour moi, là, à ce moment-là, je vais me dire, ok, c'est impossible, je vais remarcher. J'en suis convaincu, quoi. Il n'y avait aucune autre issue possible. Je pense qu'à ce moment-là, en fait, ce qui a été le plus dur, c'est plus la douleur que j'ai fait ressentir à ma famille, à mes proches. C'est ça qui a été le plus dur pour moi. Parce qu'au fond, moi, je savais que j'allais remarcher, j'étais convaincu de ça, et j'ai pris cette blessure en finale assez à la légère, comme c'était une fracture du poignet et que ça allait revenir. Donc à partir de ce moment-là, il y a Guillaume Néry, donc, que je connais bien, et Fabien Barrel qui me contactent. Ce sont deux sportifs qui sont des grands champions en apnée et en vélo de descente, qui ont beaucoup utilisé le mental dans leur carrière respective. Ils vont me conseiller, déjà ils vont me partager en fait la manière dont ça a pu les aider, et ils vont me proposer de mettre une routine en place, et que ça peut être vraiment très important pour ma récupération. Donc à partir de ce moment-là, je vais mettre en place cette routine hyper régulière, hyper assidue, que je ferai 3 fois par jour. Donc cette routine mentale, elle consiste à d'abord visionner une vidéo que j'avais fait au préalable en vélo pour essayer de ressentir ces sensations. Ensuite, je vais m'écrire sur un carnet, comme on a vu dans le teaser du film. D'ailleurs, ce teaser du film, je rebondis rapidement, mais c'est un film qui retrace mon histoire et qui retrace la force du mental, qui est disponible sur Internet. Beyond Prognosis, c'est un film de 55 minutes qui tourne maintenant depuis plus d'1 an et demi en festival, qui est aussi diffusé auprès d'étudiants, auprès du corps médical. Et il a un impact juste énorme. Donc voilà, ce film est dispo sur Internet pour ceux qui peuvent être intéressés. Cette routine mentale, elle consiste j'écris cette fameuse phrase sur le carnet, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi, je suis une personne chanceuse avec une bonne étoile, je vais remarcher, oui, je vais remarcher. Et cette phrase, je l'écris sur ce carnet 3 fois pour qu'elle devienne comme un mantra et pour me l'appréhender au plus profond de moi, que vraiment comme si j'y croyais dur comme fer et je me l'intègre au plus profond de moi. Suite à ça, je vais imaginer mon cerveau qui active toutes les cellules. Je me dis qu'il a une force incroyable et que je suis capable de faire des grandes choses, et que je l'imagine en fait activer toutes les cellules possibles qui vont envoyer toute cette énergie dans la moelle épinière, et cette énergie va continuer dans toutes mes jambes en essayant d'activer tous mes muscles. J'imagine aussi des petits bonhommes qui travaillent au niveau de ma moelle épinière et où j'ai eu l'impact en fait, au niveau de mes fractures vertébrales, comme des petits bonhommes qui réparent ces vertèbres et cette moelle épinière pour faire passer toutes les informations. Ouais, c'est pas entrer la dame. Bonsoir. Donc, et ensuite, je vais m'imaginer tous mes muscles qui se contractent. Je vais imaginer le chaud, le froid, et ensuite, je vais m'imaginer en train de marcher, en train de courir, en train de faire du vélo, en essayant de ressentir les mêmes sensations que j'avais avant l'accident. L'idée, en fait, c'est qu'il ne faut pas que le corps oublie ces sensations. Et donc voilà, se les imaginer quotidiennement, c'est hyper important. Et pour moi, au vu de ce que m'ont raconté Guillaume et Fabien, et de l'importance que peut avoir le mental sur le corps, pour moi, c'était juste normal de mettre en place cette routine, j'ai même pas réfléchi. Donc je vais être transféré sur la presqu'île de Gien, où je ferai toute ma rééducation pendant 6 mois. Mais là, j'ai un soutien énorme de mes proches, de ma famille, de mes potes, de la grande famille du vélo. Je reçois des milliers de messages et c'est vrai que ça me porte. C'est hyper important d'avoir ce soutien et tu veux pas non plus les décevoir, quoi. Je vais commencer cette rééducation enfin. Il y aura eu plein de rebondissements à ce moment-là parce que quand je suis transféré, j'ai une rougeur qui apparaît au synchrome, du coup j'ai pas le droit d'être sur le fauteuil, du coup je vais rester 2 semaines alité. Enfin bref, c'est assez compliqué pour moi de rester dans mon lit, de ne pas pouvoir bouger et de faire une rééducation qui est très infime. Donc je vais refaire cette rééducation avec mes parents le soir pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Je vais commencer enfin la rééducation sur le plateau, où toujours pareil, je vais refaire la rééducation tout seul le soir dans mon lit
pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté, même si l'équipe médicale me dit que j'en fais trop. Pour moi, je ne peux pas perdre une seule seconde et je veux travailler à fond et mettre toute l'énergie dans cette récupération. Il me conseille aussi d'apprendre à manier un fauteuil roulant, ou il me conseille de mettre en place des outils qui peuvent m'aider au quotidien, chose que je refuse complètement. Je suis ici pour remarcher et pas pour découvrir une nouvelle vie et appréhender cette nouvelle vie. Je veux vraiment mettre toute mon énergie dans mes jambes. Et en fait, le fauteuil roulant, pour moi, il est encore vraiment loin et en fait, j'y pense même pas. Donc, je vais refuser toutes ces aides pour vraiment mettre toute mon énergie dans ma récupération. Au bout de 3 mois, je ferai mes premiers pas entre les barres parallèles. Et ensuite, ça va évoluer crescendo. Au bout de 6 mois, je vais sortir de l'hôpital sans béquille. Et au bout d'1 an et demi, je vais remonter sur mon vélo. Et je vais enchaîner avec plus de 5 ans de rééducation intensive où je ferai que ça. Je m'entoure d'un ami, Melvin Ponce, qui habite pas loin, avec qui j'ai commencé le vélo. Et ensemble, on va travailler. Il a eu plein d'études et on va tester en fait des exercices qui sont adaptés à mon cas, parce que j'ai fait des centres de rééducation comme le CERS, où malheureusement, c'est très bien pour une épaule, pour un genou, mais pour un cas comme le mien, c'était pas assez spécifique. Donc avec Melvin, on va énormément progresser parce qu'il va me mettre en place des exercices qui sont vraiment adaptés à mon cas. Donc en 5 ans, on va progresser énormément. Et donc je rebondis sur ce que je disais, mon enfance a eu vraiment une influence sur cette capacité à rebondir, je pense, parce que moi, de base, je suis quelqu'un assez idée fixe. Quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs. Et ensuite, je pense le fait d'avoir grandi avec mes copains, de les motiver constamment, ça forge aussi une sorte de mental. Et puis aussi la compétition, c'est une superbe école de la vie, mais c'est aussi une superbe école pour le mental. On se forge en fait une capacité à aller au-delà de ses limites physiques et mentales. On se visualise aussi le tracé en amont pour l'appréhender au mieux pendant notre run de course. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà travaillé sans vraiment le savoir, sans savoir que c'était vraiment lié au mental. Donc je pense que toutes ces choses-là sont liées à cette récupération. J'ai aussi pu tirer 3 thématiques vraiment importantes de cette période de ma vie. Donc le pilier mental, le pilier physique bien sûr, mais aussi le pilier alimentaire. Pendant toute ma rééducation, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui étaient à mes côtés et qui m'ont fait tous mes repas. Parce que dans l'idée de mettre toutes les chances de mon côté, ça passait aussi par l'alimentation. Donc mes parents ont pu me faire mes repas matin, midi et soir avec une alimentation assez classique, saine, bio, sans sucre, sans gluten. On a vraiment poussé un peu les curseurs assez loin pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Le corps humain, c'est vrai que c'est un peu comme une voiture. Si on met du gasoil dans une voiture essence, ça fonctionne moins bien. Là, c'est la même idée. Donc voilà, tous ces facteurs qui m'ont permis aujourd'hui de récupérer et de vivre de ma passion. Et la peur, pour revenir au sujet de la peur, quand même, c'est le sujet de la soirée. J'y suis assez confronté au quotidien. Notamment sur le vélo, dans les tournages, quand il y a des lignes vraiment compliquées, j'ai ce sentiment de peur, cette boule au ventre. Même ce soir, j'ai un petit peu peur. mais cette peur, je pense qu'on apprend à la contrôler. Et il y a 2 formes de peur. Pour moi, en tout cas, je ne suis pas du tout chercheur dans le milieu, je vous partage vraiment mon ressenti. Mais il y a la peur qui te fait perdre tes moyens et la peur qui te permet de te mettre dans une bulle de concentration extrême et qui te décuple un peu tes capacités. Et cette peur-là, je pense que c'est celle que j'essaie de trouver sur le vélo quand il y a des lignes qui sont assez compliquées, où je n'ai pas droit à l'erreur. Vraiment, j'essaie de me canaliser, de ressentir mon corps et d'analyser toute la ligne, de la visualiser pour appréhender les moindres endroits compliqués qu'il puisse avoir. Donc ouais, cette forme de peur, je pense qu'elle est intéressante et il faut savoir la modifier pour qu'elle soit positive. J'ai une question à poser qui est un peu... Est-ce que tu ne trouves pas ce que tu fais, c'est un peu une provocation? C'est-à-dire que tu retournes sur du dur, parce que quand on voit les vidéos là, qui tournent derrière, et puis il y a encore 2 jours, tu étais en train de rider un chemin complètement enneigé là, sur des crêtes, je ne sais même pas comment tu peux faire ça. Est-ce qu'il n'y a pas quand même l'idée de se dire, je reviens un peu de loin, pourquoi je retente le diable? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas des fois où vraiment tu te fais peur en disant, ouf, ça peut passer loin là? Je me suis mis quelques bonnes frayeurs quand même. J'essaie qu'elles soient le moins régulières possible. Donc aujourd'hui, je roule à 70% de mes capacités. En compétition, on roule à 110% pour vraiment aller le plus vite possible et gagner le moindre centième. Aujourd'hui, je connais mes limites, je les dépasse plus, ou du moins très rarement. Et d'être remonté sur mon vélo, déjà, je pense que c'est une passion qui est plus forte que tout. Et c'est aussi cette passion qui m'a permis de retrouver mes jambes. C'était mon objectif principal de remonter sur mon vélo. C'était vraiment ça que j'avais en ligne de mire.
Et sans le vélo, je ne sais pas si je me serais battu à ce point et si j'aurais eu aussi ce mental, en fait, parce que c'est ces années de compétition qui m'ont forgé ce mental. Et ouais, aujourd'hui, remonter sur mon vélo, c'était juste l'évidence et c'est ce qui me rend heureux, c'est là que je suis épanoui, c'est aussi aujourd'hui mon métier. Donc pour moi, non, c'est une normalité. Mes parents, je leur fais un peu des cheveux blancs, mais ils savent aussi que c'est là que je suis heureux. Donc ouais, puis je suis pas un fou. Toutes les lignes que je roule, même si elles paraissent compliquées, c'est vrai que j'ai un certain bagage technique depuis le temps que je fais du vélo, ça fait plus de 10 ans. Donc ce qui peut être compliqué pour certains, sont moins compliqué pour d'autres. Et cette peur aussi, c'est pareil. Je pense qu'on peut avoir peur dans certains endroits alors que d'autres non, parce qu'ils sont habitués. Et c'est vrai que j'ai un peu l'appréhension du vide et d'autres n'ont pas eu toute cette peur-là. Donc je pense que c'est aussi une habitude. Et la peur varie en fonction des habitudes de chacun. Tu nous as vraiment interpellé là, dans ton discours sur l'importance d'une routine qui, pour toi, a complètement ramené les choses. Tu as toujours des routines. Qu'est-ce que tu penses des routines aujourd'hui ? Je pense que ouais, avoir une routine au quotidien, c'est assez important sans que ce soit trop poussé à l'extrême. De toute manière, tout ce qui est poussé à l'extrême n'est pas forcément bon. Mais ça permet de se canaliser, de garder des objectifs en tête et d'avoir un rythme de vie assez sain au final, d'avoir des routines qui te permettent de te sentir bien dans ta vie. Elles peuvent être propres à chacun, ces routines. Dans mon cas, je fais pas mal de respiration pour me détendre et parce que la respiration est un superbe exercice, chose que j'avais commencé quand j'ai mis en place le travail mental. Guillaume m'avait conseillé de mettre en place avant de commencer le travail, de faire des respirations pour vraiment me mettre dans ma bulle et ressentir vraiment tout mon corps depuis ses extrémités jusqu'à son cerveau, en essayant de ressentir vraiment chaque endroit de son corps. Donc ouais, j'ai cette routine. Après, je m'entraîne régulièrement. C'est vrai que tous les matins, je fais un peu de muscu, je m'étire. Et ouais, cette routine en fait qui me maintient. Et parce que c'est important, du moins dans mon cas, d'avoir une sorte de musculature pour, en cas de chute, me protéger et pour avoir moins de douleur et être plus en forme au quotidien, quoi. Parce que j'ai 2-3 matériels dans le dos. Je me suis cassé le col du fémur il y a 2 ans, donc j'ai aussi du matos dans le col du fémur. Donc ouais, j'ai besoin de m'entretenir, sinon je suis un peu rouillé. Ok. Moi, j'ai d'autres questions à te poser, mais est-ce que dans la salle, il y a des questions que vous voulez poser à Yanis ? Non ? Pas de questions ? Est-ce qu'aujourd'hui, toi, dans ton corps, tu sens qu'il y a quand même une forme de résistance due au matos que tu as conservé ? Est-ce que tu sens que ça te limite ou tu penses avoir retrouvé à part, je veux dire, la limitation de dire que tu ne dépasseras pas le 70%, est-ce que physiquement, tu penses que là, tu es reparti comme, je ne vais pas dire comme neuf, mais à 100%? Non, j'ai pas récupéré à 100%. C'est compliqué de donner un chiffre, mais je pense que j'ai récupéré, on va dire, à 80%. J'ai pas récupéré encore 100% de ma force. Et j'ai aussi de la spasticité qui me gêne dans les membres inférieurs. Donc la spasticité, c'est quelque chose qui se met en place quand tu as une atteinte à la moelle épinière. C'est très variable en fonction des personnes. Il y a des paraplégiques qui en ont pas du tout, comme énormément. Dans les cas les plus extrêmes, ça fait des spasmes. En fait, tes jambes se contractent tout seuls. À l'hôpital, il y avait des patients avec le petit déj sur les jambes. Il y a tout qui volait avec un spasme et c'est incontrôlable. Dans mon cas, j'ai cette spasticité, mais qui se déclenche plus avec le froid, le stress, la fatigue ou dans les mouvements très rapides, ce qui m'empêche de courir. Dès que je cours, je suis un peu comme un robot, quoi. Je perds en amplitude. Donc je pense que c'est un peu ça qui me gêne le plus au quotidien et j'essaie de travailler notamment avec des étirements, avec des exercices en excentrique et je me rapproche aussi aujourd'hui de professionnels de santé pour tester d'autres techniques parce qu'il existe une technique en fait qui consiste à s'injecter de la j'ai oublié le nom, un produit qui est pas, c'est pas dopant rien, mais bref, c'est un produit qui permet de paralyser une micro-partie de son muscle et qui libère cette spasticité. Mais c'est vrai que c'est une technique qu'il faut refaire tous les 6 mois parce que le corps rejette cette toxine botulique. Voilà, c'est revenu. Et donc ça, c'est un peu la solution D, on va dire. Et je veux tester aujourd'hui d'autres techniques plus naturelles avant d'envisager ces injections. Alors avant d'accueillir Sébastien qui va nous parler de la peur, toi tu as défini 2 peurs, tu disais que tu avais cette peur qui t'habitait et puis celle qui te faisait rentrer dans une bulle. Est-ce qu'il y a aussi pour toi cette peur, on va dire, longtemps à l'avance, une forme d'anxiété en fait, où avant d'aborder un shooting, une conférence, je ne sais pas, est-ce que cette peur elle existe chez toi ?
Bien sûr, je pense que c'est humain d'avoir peur, d'appréhender des moments importants de sa vie. J'aimerais bien savoir quelqu'un qui a jamais peur et qui appréhende rien, et quand il y a des objectifs importants, qui a aucun trac. Et j'essaie de le travailler en fait, c'est ce process mental que j'ai mis en place suite à mon accident. C'est un peu le même process que je mets en place quand j'ai des stress ou des peurs, quand des moments importants sont à venir. J'essaie de les visualiser pour m'en imprégner et pour pouvoir en fait ressentir vraiment ce que je vais vivre à ce moment-là et l'appréhender au mieux. Et en fait, quand je serai au moment voulu, en fait, j'aurais tellement imaginé ce moment-là que ça va être une normalité au final. Et donc, je pense que c'est ça que je mets en place pour diminuer ma peur et pour être le plus à l'aise possible au moment voulu. Comment tu t'y prends? Tu visualises pour... Ouais, tout simplement, je fais ces exos de respiration et après je visualise le moment, je visualise un peu les émotions que je vais pouvoir ressentir, la manière dont je vais me comporter et toutes ces choses-là, tout ce qui peut se passer aussi pour appréhender aussi des moments qui sont pas forcément prévus. Donc ouais, c'est vraiment tout se passe dans la tête en essayant de ressentir les sensations au mieux. Donc au début, c'est vrai que ce process mental, si vous êtes intéressé pour le commencer, c'est assez compliqué. Le cerveau, au final, c'est un muscle et il faut le travailler petit à petit. Au début, on aura des idées passagères qui vont venir au travers de ce qu'on veut imaginer. On aura du mal à se concentrer et c'est à force de le faire qu'on y arrive de mieux en mieux et qu'on s'imagine les choses au mieux en essayant de ressentir ce qu'on veut, ce qu'on souhaite ressentir. C'est vraiment un travail comme si tu veux travailler tes quadriceps ou un autre muscle du corps. Et puis aussi croire que le cerveau a des capacités énormes et croire qu'il peut permettre toutes ces choses-là. Ok, merci. Alors tu reprends la parole quand tu veux et puis tu interroges Sébastien. Alors on va accueillir Sébastien, qui est notre chercheur de la soirée. Ouais, on te laisse installer ton diaporama. Voilà, je vous mets Sébastien, tu peux le prendre. Ouais, vas-y. Donc, Sébastien vient d'un laboratoire qui s'appelle l'IPMC, qui est à Sophia Antipolis, Institut pharmacologique, moléculaire et cellulaire. C'est un biologiste, Sébastien. Et ce soir, alors c'est bien dans la complémentarité de ce qu'a nous dire Yanis, ce soir, il va aborder la peur au travers de la biologie, d'accord, au travers du cerveau. C'est-à-dire que quand on s'est vu ensemble pour préparer ça, il m'a dit « je ne suis pas un psychiatre, je ne suis pas un psychologue, donc cette logique des peurs au travers de la dimension psy, c'est pas trop mon truc, même s'il va aussi en parler. » Non, ça rejoint vraiment ce que tu as dit, c'est comment en fait on peut prendre le contrôle vraiment de son corps et comment, on va dire, la biologie, comment le cerveau peut agir sur la peur. Je ne sais pas si j'ai bien introduit le sujet, mais en tout cas, on te remercie d'être là. Merci pour l'introduction. Merci Janice pour l'intervention aussi. Il y a beaucoup de choses qui vont retomber depuis sa raconte, on verra. Oui, la peur. Merci surtout à Carole, Robert et Jacques Noël, mes collègues de l'Institut. Merci pour l'invitation d'être là. En parlant de peur, moi, j'ai beaucoup peur de parler devant les gens. J'ai peur depuis des semaines, donc ça fait 2 mois que j'ai accepté de l'intervention, depuis 2 mois que j'ai peur. Mais en fait, justement, je voulais commencer par une petite définition opérationnelle qu'on a dans les labos. La peur contre l'anxiété, qu'on parlait tout à l'heure. Et pour ça, j'ai préparé un petit exemple. Un film d'horreur, classique, séquence classique. Ça commence avec une femme qui rentre dans un parking. Elle est toute seule. Il fait nuit. Une petite musique qui nous prépare. Un petit truc pour cache la petite néa. Un écharpe qui vole, que c'est pas normal. Mais il y a rien, il y a pas menace pour l'instant. Et d'un coup, comme tous les films d'horreur, il y a un truc qui arrive, un choc. Un choc qui arrive, bon, c'est un film, donc on reste dans les visuels ou auditifs, mais on peut pour différencier les deux concepts de la peur et l'anxiété. Donc, dans le labo, on parle de l'anxiété comme une réponse, surtout dans le futur, placée dans l'avenir, pas l'immédiat, plus prolongée, moins intense aussi, mais plus prolongée dans le temps, face à une menace anticipée. On se prépare. Donc, c'est la première partie de la séquence d'horreur. Et par contre, la peur, c'est immédiat, face à une menace réelle devant nous, avec une réponse plus courte,
et immédiate, mais comme je disais, beaucoup plus forte aussi. Okay? Donc on parle peur et anxiété, et des fois on mélange tous les deux, mais à un niveau comportemental et à un niveau contrôle du cerveau, c'est pas exactement le même. Je vais vous montrer un peu ça. Comment le cerveau génère et gère ce type de réponse, l'anxiété et la peur. Donc, comme tout l'ensemble des fonctions cérébrales, il s'est caché dans les circuits cérébraux. Donc, là, je vous montre une petite visualisation de quelques circuits présents dans notre cerveau. Vous pouvez imaginer avec 100 milliards de neurones et 500 trillions de synapses. Les synapses, c'est des points de contact entre neurones. Le niveau de complexité pour arriver à comprendre tous les circuits qu'il y en a, c'est assez compliqué. Donc, dans notre labo, une des questions qu'on a, c'est comment disséquer à niveau anatomique toutes ces connexions présentes dans le cerveau, qui c'est assez compliqué. Mais je vais vous parler de quelques circuits au moins présents qu'on connaît, qui sont bien décrits, qui commencent par une région qui s'appelle l'amygdale. Donc l'amygdale, elle est au centre de la réponse à la peur, même si ce n'est pas son rôle. L'amygdale, elle va être très activée par des stimulus aversifs, comme la présence d'un serpent, par exemple. Il va recevoir toutes les informations sensorielles. Et là, justement, il prend en charge de décider si le stimulus est aversif ou pas, si c'est un danger ou pas. Il va donner la valeur négative, même positive aussi, et la magnitude. Pas la même chose de préparer une conférence que d'être devant un prédateur, un serpent. Donc, si c'est le cas d'un danger réel, comme on parlait tout à l'heure, une menace immédiate, donc l'amygdale est là, le pouvoir d'aller contacter sur les troncs cérébrales, un peu plus bas, je n'arrive pas à pointer avec ça, les petits points verts, pour déclencher des réponses rapides, les classiques en anglais qui s'appellent fight or flight, c'est-à-dire face à la menace, se battre contre la menace, ou éviter ou s'échapper. Donc ça, c'est des réponses vite. L'amygdale, pas besoin de citer beaucoup, parce qu'il n'a pas le temps. Mais en même temps, il va partager l'information, il va avoir un loop un peu plus long, qui va arriver un peu après, où l'amygdale, elle partage les informations avec la partie préfrontale, la cortex préfrontale, vraiment ici la part frontale du cerveau. C'est la partie cognitive du cerveau qui va un peu raffiner cette première réponse, soit l'augmenter, soit l'arrêter. Parce que ça, c'est la partie logique, rationnelle du cerveau. Donc, l'exemple, c'est les serpents. Si je vous jette un serpent comme ça, la première réaction, c'est de se protéger, de l'éviter. C'est vite, il n'a pas besoin de regarder trop les serpents. Mais si c'est un faux serpent, la partie logique, le cortex va arriver, il va dire non, attends, de où il va sortir un serpent? On est un café des cyclistes au port de Nice. J'ai jamais vu un serpent ici. Donc, on va utiliser un peu les expériences passées et la logique pour dire non, c'est pas possible. Ou à l'inverse, c'est vraiment un peu serpent. Il faut vraiment continuer, arrêter, battre plus loin ou battre caché ou quelque chose. OK? Et finalement, l'amygdale, en tout cas, elle ne peut pas rester activée pendant longtemps. Ce n'est pas son job de rester en continu. Il doit se débarrasser de l'information et faire passer à des autres régions. Donc là, on va parler d'une autre région très connectée avec l'amygdale qui a un nom un peu difficile. Ça s'appelle le noyau du lit de la stria terminalis. C'est très très long et pas très original parce que c'est le nom anatomique en fait. C'est un petit noyau, une petite région qui se repose sur les stria terminalis, qui est un bundle, un espèce de groupe de fibres qui traversent le cerveau, c'est tout. Donc, dénomination anatomique. Mais ce noyau, c'est par rapport à l'amygdale, il peut rester activé pendant longtemps. Donc, il est beaucoup plus impliqué dans la réponse de l'anxiété, de prolonger cet état d'hypervigilance, pas assez fort, c'est-à-dire il n'a pas la capacité de déclencher des réponses fortes
de fight or flight, mais quand même, elle va nous aider à rester dans un état de hypervigilance pour évaluer les risques potentiels. Okay. Si vous voulez voir tous les circuits complets, c'est ça notre modèle à ce jour. Donc c'est beaucoup plus compliqué, comme vous pouvez imaginer. Mais même avec ces circuits qui ressemblent un peu à un tableau électrique, c'est l'approche qu'on a dans le labo de un peu suivre l'anatomie de ces circuits, suivre les câbles qui connectent une région avec l'autre. Vous pouvez voir au centre l'amygdale, comme je l'ai dit tout à l'heure, à gauche, un peu plus haut, la cortex préfrontal, et le BNST, c'est le noyau de l'ester terminal. Donc, les trois régions que je viens de parler sont là et ils font partie vraiment des circuits classiques de la peur et de l'anxiété. La peur et l'anxiété, ça ne reste pas dans la tête. Donc, on les sent dans le corps et je les sens en ce moment dans mon corps. Les plus classiques, accélération des rythmes cardiaques, accélération de la respiration aussi, et tension musculaire. Ça sert justement à nous préparer face à une menace. Donc c'est surtout la partie, la demande énergétique de faire face à une menace. Comment le cerveau va connecter avec le corps? Il y a la voie rapide, c'est vraiment des nerfs qui sortent des systèmes nerveux central. Système nerveux central, on parle de cerveau et la moelle épinière, comme disait Yanis tout à l'heure. Donc il y a deux systèmes qui sortent, des nerfs qui sortent, un accélérateur et un frein. Les systèmes qu'on appelle les systèmes sympathiques, c'est l'accélérateur. Donc les cas de corps, ça va accélérer le rythme cardiaque très très vite, très très immédiat aussi, parce qu'il y a un contact direct entre le cerveau et le cœur. Et son système opposé, le parasympathique, qui fait l'opposé. Ça va ralentir une fois que la menace est passée. L'autre moyen, c'est un peu plus long et va connecter le cerveau avec les glandes surrénales qui se reposent sur les reins, avec une voie directe aussi sympathique pour la libération soutenue dans le temps de l'adrénaline, et par un message hormonal qui s'appelle une hormone qui s'appelle la CTH, la adrénocorticotrophine, qui va libérer les cortisol. Donc deux hormones là maintenant sur le sang qui restent de quelques minutes à quelques heures enlevées dans le sang. À quoi ça sert? L'adrénaline, ça marche un peu comme les systèmes sympathiques, mais à long terme. Ça va aussi accélérer les rythmes cardiaques. Ça va nous aider à envoyer le sang où on a besoin, au cerveau, aux muscles. Et on va mettre des autres systèmes un peu à côté, les systèmes digestifs, reproductifs, etc. Ça, on le met à côté parce qu'on n'a pas besoin. On a vraiment besoin d'une demande physique et mentale pour faire face à la menace. Et le cortisol va mobiliser aussi le métabolisme. Ça va nous permettre d'avoir glucose encore pour la partie énergétique, la demande énergétique. Et à long terme, il va nous aider à faire une association entre l'expérience de rencontrer cette menace dans cet endroit, par exemple, faire une association entre les contextes et la menace. Donc, pour une prochaine fois, d'être un peu plus prudent, peut-être. OK? Mais ce n'est pas à sens unique, la communication. Ce n'est pas que des cerveaux au corps, mais des corps au cerveau. Ça, on le savait, mais jusqu'à maintenant, ça reste compliqué à comprendre les voies anatomiques vraiment de contrôle. Et là, je vous cite une étude scientifique qui a été publiée en 2023 qui montre justement la connexion nerveuse entre les cœurs et les systèmes de défense, qu'on appelle les circuits que je viens de décrire. Donc, en gros, l'étude a montré que faire monter le rythme cardiaque de manière artificielle, sans de stress, sans de menaces, sans de prédateurs, sans rien, que faire monter le rythme cardiaque, c'est assez suffisant pour faire activer les circuits de l'anxiété et de la peur. Ça fait monter l'anxiété
et s'active l'amygdale, par exemple. Donc, le système est aussi sensible à ce qui se passe dans notre corps. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne une petite fenêtre d'intervention parce qu'on n'arrive pas, nous, à contrôler le rythme cardiaque de manière volontaire, mais on peut contrôler la respiration. Comme Janice l'a dit tout à l'heure, on peut apprendre des exercices de respiration qui peuvent nous aider à justement contrôler ce type de réponse, l'anxiété et la peur. Donc, pour se préparer face à une activité peut-être des sports extrêmes, c'est important d'apprendre à respirer, mais même aussi pour les défis de la vie pro, la vie personnelle. Okay? La peur est amusante. Les témoins, il est là. La peur est amusante, mais pas pour tout le monde. Donc, il y a un côté, comme je viens d'écrire, je parlais tout à l'heure des réponses face à une menace, soit réelle, soit lointaine ou incertaine. Mais, comme je disais aussi dans l'introduction, regarder un film d'horreur, faire les manèges, faire les VTT, jeter dans une montagne avec un vélo, c'est amusant, des fois. Pas pour tout le monde, on peut dire. Et pourquoi? Pourquoi elle est amusante? Bon. Surtout, il y a une libération. Après l'activation forte de l'amygdale, il y a une libération des molécules, des petites molécules dans le cerveau, comme la dopamine, sérotonine et les endorphines, qui sont beaucoup plus impliquées dans la partie récompense, donc la sensation de plaisir. Donc là, il y a une activation secondaire aussi. Mais surtout, la différence entre la peur réelle et la peur amusante, c'est les sens, la perception des contrôles, des dangers, des vrais dangers. Donc, encore, je vais citer la partie, il est là mon copain, la partie frontale du cerveau qui va nous faire une différence d'interprétation de l'expérience. Voilà, la partie frontale ici. Donc, c'est lui qui va décider jusqu'à où on a le droit d'aller. Chaque personne met sa propre limite. Donc, c'est très, très variable. Cette idée que la peur est amusante, c'est très, très variable. Même pour un film d'horreur, je vous demande à tout le monde ici, oui, moi trop, moi des fois, moi oui, mais pas trop flippant, etc. Donc, c'est très, très variable pour chaque personne. Et pourquoi c'est variable? Pourquoi? De où ça vient ça? Il y a deux facteurs. Il y a une prédisposition génétique. J'imagine que Janice, il a la prédisposition génétique pour faire un... C'est vrai? Pas pour les films d'horreur. Non, pas pour les films d'horreur. Ah voilà, ouais. Intéressant. Il y a des gens qui sont moins peur. C'est comme ça. Ils sont nés comme ça. On les voit des fois, si vous regardez comme les enfants jouent dans les jeux d'enfants au jardin. Il y a des enfants qui aiment grimper partout, il y a des enfants qui non. Ils sont beaucoup plus timides, etc. Donc il y a une prédisposition génétique, il n'y a pas un seul gène, comme je parlais tout à l'heure, il n'y a pas une seule région de la peur dans le cerveau, il n'y a pas un seul gène de la peur non plus. C'est l'ensemble des variabilités génétiques qui rendent notre système de défense plus ou moins actif face à une menace. Donc là, pour citer deux cas connus, des variations dans les récepteurs de sérotonine ou des GABA, c'est un neurotransmetteur inhibiteur très important dans l'amygdale, donc qui sont corrélés avec l'activité finalement de l'amygdale, cette région importante pour la peur. Là, encore une étude scientifique publiée en 2022, deux personnes, les mêmes types de stimulus, ça c'est grâce à la imagerie fonctionnelle qu'on peut regarder l'activation de toutes les régions impliquées dans la réponse de la peur. Donc vous voyez la personne à gauche avec une suractivation et la personne à droite avec beaucoup moins d'activité. Okay? Ça c'est grâce à la couleur jaune, c'est-à-dire il était vraiment très très réactif au même stimulus. Donc il y a une base génétique, c'est comme ça. Deuxième facteur, l'expérience passée.
Donc là, l'exemple, c'est typique pour la Côte d'Azur. On habite dans la Côte d'Azur, on entend un bruit, un pétard. On va regarder le ciel pour voir, surtout l'été, où il y a les feux d'artifice. Okay? Mais pour quelqu'un qui vient d'un pays en guerre, une zone en guerre, un soldat, quelqu'un comme ça, c'est à l'inverse, c'est complètement à l'inverse. Il va se jeter, se plancher par terre pour se protéger. Donc, face à l'expérience passée, deux réponses opposées, si vous voulez. Mais là, on rentre un peu sur l'idée de la peur est amusante, parce qu'il y a plus d'expérience avec la menace, plus on gagne sur les contrôles, sur les sens des dangers ou pas. Donc, ça va nous aider aussi, l'expérience passée, à avoir moins de peur et à revenir plus fort. On ne commence pas, voilà l'exemple que j'avais préparé pour Pierre, mais j'imagine que c'était pareil pour toi. Tu ne te jettes pas directement dans la montagne avec ton vélo. Tu vas apprendre d'abord à faire des vélos et petit à petit, tu vas avoir des défis plus grands. Donc, l'expérience, ça va diminuer les sens des dangers de l'expérience, moins de peur. Tu peux arriver à contrôler un peu plus tes réponses. Et pourquoi? Parce qu'il y a une communication entre l'amygdale, mais pas que l'amygdale, mais pour donner un exemple, et les systèmes de mémoire, comme l'hippocampe. Là, je montre l'exemple de l'hippocampe, une région très impliquée à garder toutes les mémoires. Donc, il va y avoir une espèce d'actualisation entre l'expérience, les contextes immédiats et l'expérience passée. Donc, dans les cas des serpents, comme je disais, on va aller retrouver, si c'est possible, s'il y a quelqu'un ou si j'ai déjà retrouvé des serpents dans les cafés des cyclistes, donc ce n'est pas le cas. Donc, t'inquiète pas, c'est vraiment pas très probable. Et ça, c'est la base un peu des thérapies d'exposition qui sont utilisées, par exemple, pour le traitement de les stress post-traumatiques face à un trauma comme un accident de voiture. À chaque fois, on va réactiver ces souvenirs, on va déclencher un peu les mêmes types de réponses. Mais si on arrive à travailler, à casser l'association, parce qu'au final, ce type de maladie mentale, c'est un problème de mémoire, si vous voulez. On a fait une mémoire, une association très très forte entre l'accident et la voiture. Donc, travailler la mémoire, travailler les indices qui nous font rappeler de cette mémoire et casser l'association. Donc, voiture, c'est pas égal accident de voiture. Donc, on peut travailler ça avec quelqu'un, s'il peut nous aider, et ça marche très très bien. Et les bases physiologiques, les bases biologiques de ça sont très très connues et sont, comme je dis, basées sur un changement de mémoire au niveau de l'amygdale. Ça peut nous aider aussi à nous préparer à quelque chose dans le futur, comme je disais. Donc, si vous avez peur de vol, par exemple, il y a des formations données par Air France où ils nous préparent face à la menace des vols. Donc, ils nous expliquent comment ça marche, les vols, c'est quoi ces bruits, l'autre bruit, etc. Des visites des avions ou même des simulateurs. Donc, tout pour nous préparer, pour éviter de faire des mauvaises associations entre l'avion et l'expérience. Donc, partie finale, si vous voulez, comment contrôler son amygdale, c'est impossible. Malheureusement, on n'a pas un lien direct. Je parlais de la respiration tout à l'heure. Là, je voulais vous montrer une petite étude scientifique où il y a en 2022 aussi, où les chercheurs sont mesurés encore une fois grâce à l'imagerie fonctionnelle l'activité de l'amygdale des gens. On prend un groupe de gens comme vous, on va faire des mesures de base à tout le monde. Après, ils ont envoyé la moitié à traverser les centres-villes, 1 heure de marche, et l'autre moitié à randonner dans la forêt. Donc, pas besoin de vous dire, raconter les résultats. L'activité de l'amygdale, vous voyez là à côté droit, les champs qui sont passés par la forêt par rapport aux champs gris qui sont passés par les centres-villes.
Donc ça a aidé, ça a été démontré. Donc c'est un truc peut-être qui, vous pouvez imaginer, oui, va te balader un peu, prends un peu d'air pour te calmer. Mais la démonstration scientifique devant vous, ça peut aider à calmer, calmer notre amygdale. Okay? Donc, message final, l'anxiété et la peur, ni trop peu. Je crois que c'est clair pour tout le monde, mais c'est important de temps en temps de se rappeler ça. Donc, pas trop peu, parce qu'il manque de vigilance. On prend des risques. Si on n'a pas ce type des émotions, sont très importants aussi pour nous aider à la prise de risques, à des prises de décisions sur des risques, une mauvaise préparation. Pas trop non plus, parce que là, on rentre sur les paniques, sur les réponses évidemment extrêmes, des paralyses. Des fois, cette idée de face à une action, on n'arrive pas à bouger les jambes, on perd le contrôle vraiment. Et dans les cas particuliers, peut-être de maladies mentales, comme les troubles anxieux, où il y a une anxiété chronique qu'on n'arrive pas à contrôler. Et du coup, essayer de rester sur le milieu, un bon niveau d'anxiété, comme j'ai eu pendant cette semaine, j'ai parlé. Ça m'a aidé à rester vigilante, à avoir un peu plus d'énergie, de travailler les soirs pour préparer la présentation, etc., etc., etc. Donc, si possible, rester au milieu. Merci pour l'attention. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que je peux prendre des questions dans la salle, soit pour Sébastien, soit pour Yanis? Les circuits de neurones que vous avez décrits, c'est le même pour la peur, l'anxiété, mais à quel niveau intervient l'élément temporel? Dans un cas, c'est... Alors, oui, ben, à futur, là, c'est surtout la... Il y a deux temporels, soit l'avenir ou le passé. Donc, le passé, ça sera interaction surtout avec la région hippocampale, où on garde vraiment les mémoires à long terme. Et la planification, l'avenir, est-ce que je veux être peut-être face à une menace ici, je sais pas, un projet professionnel, etc. Ça sera avec la partie frontale, encore une fois, c'est la partie plus forte pour planification à futur. Il y a une question ici. Là. Lève-toi, fais un petit effort. Mais j'ai peur aussi. Et plus pour Yanis, parce que tout ça, ça m'a fait penser. Tous les process que tu as mis en place, c'était il y a presque 10 ans. Depuis, est-ce que les scientifiques et les médecins peuvent se reposer sur tes process que tu as mis en place et pouvoir peut-être dès maintenant ou depuis avoir pu résoudre des problèmes comme tu peux avoir? Dans le cadre du film documentaire dont vous avez vu le teaser en introduction, on a rencontré une équipe de scientifiques avec qui on a fait une étude sur mon cas. On a expérimenté en fait on s'est basé sur le travail mental que je faisais sous différentes formes, et ils se sont rendus compte que j'avais réussi à activer plus de zones de mon cerveau grâce à ce process mental, et quand j'avais travaillé deux formes de guérison, on va dire. Donc on sait en fait que le cerveau est capable d'apprendre un mouvement plus rapidement. En faisant des visualisations, on peut apprendre un mouvement plus rapidement. Ça, ils étaient au courant de ça et c'était prouvé. Maintenant, pour eux, le cerveau n'était pas capable de guérir son corps. Et grâce à ce travail qu'on a fait ensemble, ils se sont rendus compte en fait que le fait d'imaginer d'abord, d'imaginer tout ce process de guérison, donc d'abord où tu t'imagines ton cerveau qui envoie de l'énergie et tu t'imagines ton corps qui se régénère. Ensuite, tu t'imagines ton corps en mouvement, tu actives beaucoup plus de zones et du coup, tu vas réussir à guérir plus rapidement. Et en fait, c'est un process logique. Quand tu bouges ta jambe, l'information vient du cerveau.
Donc dans ton travail mental, si tu t'imagines seulement le mouvement, tu as loupé une partie du process. Donc c'est assez logique en fait au final de s'imaginer vraiment le départ de l'information et ensuite la finalité qui est le mouvement. Et donc avec ces chercheurs, on s'est rendu compte, ouais, comme je disais, que j'avais activé plus de zones et ça leur a aussi permis de voir qu'on pouvait guérir plus rapidement grâce à ce process mental. Maintenant, c'est vrai que chaque personne est hyper différente, chaque cas est unique et on ne peut pas dire que ce travail mental est un élément miracle, ce n'est pas une clé sûre à 100%. Il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Dans le cas de la blessure, il y a la prise en charge, il y a l'opération, il y a ton état d'esprit à toi, ton soutien, toutes ces choses-là qui peuvent venir avoir une différence avec d'autres personnes. Donc voilà, mais c'est une certitude en tout cas que le mental a une influence énorme sur le corps humain. Et même si ça ne te permet pas de récupérer directement, ça va te permettre de mieux appréhender d'autres moments de l'avenir, être plus fort mentalement et être aussi plus heureux, je pense. Est-ce que, comme disait Sébastien tout à l'heure dans sa présentation, toi tu as dû faire un travail pour casser le souvenir vélo égale accident ou est-ce que tu es remonté naturellement dessus? Bah, aussi étrange que ça puisse paraître, non, j'ai eu aucun problème, j'ai vu aucun psy et j'ai eu aucune appréhension en remontant sur le vélo. Je ne sais pas vraiment d'où ça peut venir, je pense que cette passion qui est plus forte que tout et aussi le fait que je suis remonté sur le vélo crescendo, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Au début, j'avais juste le droit de pédaler. Ensuite, j'ai pu commencer à retrouver les montagnes et je l'ai en fait crescendo sans griller les étapes pour reprendre confiance sur le vélo, reprendre confiance en moi avant de me lancer dans des chemins qui sont un peu plus compliqués. Donc non, j'ai eu d'appréhension vraiment sur le vélo. D'accord. Il y a une question là-bas, ouais. Et juste pour rebondir sur cette question, est-ce que tu es retourné faire la descente dans laquelle tu as eu ton accident? Et si oui, comment tu t'es senti? Est-ce que tu as eu de la peur cette fois-ci ou... Alors je vais reformuler la question parce que c'est enregistré. Est-ce que tu es retourné faire cette descente où tu as eu ton accident? Est-ce que le refaire, ça t'a guéri? C'était ça la question? Oui, aussi il y a eu un sentiment de grosse peur. Voilà, où est-ce que tu as revécu la peur? Donc je suis revenu sur l'accident dans le cadre du tournage du film documentaire, mais j'ai pas refait le passage, c'est un passage qui est quand même assez technique et je pense pas aujourd'hui avoir la technique de le faire. On a aussi, quand on est jeune, un peu cette fougue où on calcule un peu moins les risques. Et aujourd'hui, je sais aussi ce qu'est l'accident et j'ai pas envie de repasser par là non plus. Et j'appréhende mieux, on va dire, les risques des passages que je peux rouler. Donc j'ai pas refait la descente, mais mon revenir sur l'accident m'a pas fait du mal, ça m'a juste permis au final, non, j'ai même pas plus compris pourquoi je suis tombé, mais j'ai essayé de comprendre du moins pourquoi je suis tombé. Et j'ai compris par contre l'impact, comme il a pu être puissant au vu de la grandeur du saut, quoi. Voilà. Question. Je peux ajouter un truc. Vas-y. Je pense aussi cette peur et cette émotion que je peux ne pas avoir, peut-être que ça s'est créé suite à toutes ces heures, enfin tous ces mois à l'hôpital où tu vois des choses horribles, des choses bien plus graves que toi au final. Du coup, ça permet de beaucoup relativiser sur ton cas et tu te dis que toi au final c'est pas bien grave et tu te forges aussi, je pense, une carapace pour pas que les émotions et ce que les autres personnes peuvent vivre viennent t'impacter directement à l'hôpital. Il y a plein de personnes qui sont hyper négatives, qui sont un peu au fond du trou. Et naturellement, en fait, je me suis vraiment créé une carapace pour pas que ces émotions me perturbent dans mon process de guérison. Et en fait, je me suis vraiment mis dans une bulle. J'étais comme un robot à l'hôpital où j'étais obsédé par cette idée de remarcher. J'étais même pas très sociable. Au final, les patients allaient devant l'hôpital le soir pour être ensemble, jouer aux cartes, tout ça. Mais moi, j'étais pas là pour me faire des amis. J'étais là vraiment pour récupérer mes jambes et je retournais dans ma chambre, je faisais ce travail mental, je faisais ces exercices de respiration. Et ouais, j'étais vraiment dans une bulle et comme un robot, quoi. Et je pense que ces moments où tu vois des choses bien plus graves que toi, ça te permet de beaucoup relativiser et de créer cette carapace. Et aujourd'hui, j'ai cette carapace un peu au quotidien où peu de choses directes peuvent m'atteindre, quoi. Vas-y. Tu veux, ouais, vas-y. Bah, vas-y, je suis obligé de reformuler pour l'enregistrement. Question pour tous les deux. À quel point, selon vous, la guérison a été possible en régulant la peur ou au contraire en l'utilisant? Je reformule donc. À quel point la guérison a été possible en reformulant la peur? Soit en apaisant la peur. Soit en apaisant la peur. Ou au contraire en l'utilisant comme de la détermination pour faire les
D'accord. La peur comme détermination ou comme frein. Je crois que là, on tombe sur la variabilité. C'est à toi de décider laquelle c'est possible. Bon, c'est pas vraiment une décision volontaire. C'est ton cerveau qui fait la décision pour toi. Donc, tu peux voir une interaction entre, comme j'ai raconté tout à l'heure, chez les placés dans un contexte amusant, mais en fait, il y a un côté motivationnel, surtout la libération de la dopamine, qui donne ça fait partie des systèmes de récompense, et très, très impliqué à la motivation. Donc, je lui parlais tout à l'heure d'aller tous les jours faire ses exercices pour récupérer les plus forts, les plus vite aussi. Donc, il y a définitivement une connexion entre la partie peur qui peut être en contact avec la partie motivationnelle. Donc, si tu arrives à améliorer cette connexion, donc, ouais, la peur peut te motiver à t'arrêter. Et je n'ai pas de certitude dans ce que je vais dire, mais je te pose aussi la question. Peut-être aussi le fait d'avoir peur de l'handicap. Du coup, tu te mets cette idée de l'handicap dans un coin de ton cerveau, et du coup, en fait, le corps de base aussi, il est entre guillemets paresseux et il va utiliser le moins d'énergie possible. C'est quelque chose qui est naturel depuis la nuit des temps dans notre corps humain, et c'est une forme de protection au final qui est inscrite en nous depuis la nuit des temps. Et en fait, quand la moindre idée autre, en gros, moi, si je m'étais dit ok, je vais remarcher, mais je pense quand même à l'handicap, en fait, le cerveau, il va avoir cette idée de l'handicap et il va mettre moins d'énergie possible dans ta récupération, parce qu'il faut vraiment le focaliser à fond dans ta récupération. Et il y a deux formes de y croire. Il y a y croire vraiment sans qu'il y ait aucune autre issue possible, et y croire mais avoir cette solution potentielle de ok, bon, sinon je vais avoir une nouvelle vie en fauteuil roulant. Et à partir de ce moment-là, en fait, je pense que ton cerveau, il n'a plus le même mode de fonctionnement, et cette peur d'être handicapé, ou du moins d'être paralysé, eh ben, elle peut être peut-être aussi négative sur ta récupération parce que tu l'as dans un coin de ta tête. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Moi, j'étais juste curieuse sur les exercices de respiration. Est-ce que c'est de la cohérence cardiaque que tu faisais, donc pour avoir un impact sur le rythme cardiaque et le ralentir et t'apaiser, ou est-ce que c'est plus en lien avec la sophrologie et associé à de la visualisation? C'était quoi concrètement ces exercices qui t'ont tant aidé? Tu crois pas qu'il va te le dire? On va partager mes secrets quand même. Non, c'est des exercices très simples pour me mettre vraiment dans ma bulle, pour m'apaiser et pour me permettre de mieux me concentrer sur mon process mental. Donc c'était une technique très simple, je n'ai pas les termes exacts, mais en gros, c'était je crois 5 secondes de pause, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes de pause, 5 secondes d'expiration, et c'était une forme de carré comme ça que je faisais pendant 5-10 minutes. Et aujourd'hui, il existe une application où en fait tu as plein de sortes de travail différents. Moi j'avais cette forme de carré, mais il y a plein d'autres techniques. Et il y a une application où tu as toutes les techniques et ça te met le chrono, enfin c'est hyper bien fait quoi. Et ça s'appelle Respire Relax. Et franchement c'est hyper cool. C'est ça que j'utilise. Moi j'ai une question pour toi Sébastien, parce qu'en fait tu dis que là, avant de venir ici, ça fait 2 semaines que tu es dans une forme d'anxiété. Là, tu as une forme de peur en prenant la parole, mais en fait, c'est une peur que tu fabriques, parce que là, les gens, ils attendent ton message. Ils sont même plutôt très bienveillants, puisqu'on est venu là pour écouter ce que tu as à nous dire. On se fabrique des peurs, en fait. Ouais. Ben, je ne sais pas trop parler, mais je n'ai pas parlé des stress comme mot générique. Quand on parle des stress, on parle de tous les facteurs externes, mais aussi internes, qui déclenchent des réponses de peur ou l'anxiété. Ce n'est pas parce qu'il y a un facteur interne que c'est moins fort ou moins réel, c'est à l'inverse, parce que devant un prédateur, les serpents, on peut s'échapper de la pensée. Des fois, on n'arrive pas à s'échapper ou de l'étendre ou de penser autre chose. Donc oui, comme facteur de stress, c'est très très important, très très forte même, je dirais, comparé aussi avec des menaces physiques comme un prédateur. Donc
Absolument. Tu te restes coincé. Mais ça t'aide aussi à te focaliser. Donc, comme je disais, ça m'a aidé à chaque fois chez une conférence ou un truc comme ça. Ça t'aide aussi à avoir un plus d'attention, de concentration, d'énergie. Mais tu ne peux pas non plus exagérer parce qu'au bout d'un moment, tu vas craquer. Tu ne peux pas en continuer de soutenir des réponses parce que tu vas craquer à la fin. Donc, les deux, ouais, quand je montre. Tu te sens mieux là? Ouais. Est-ce qu'il y a une question qu'on peut prendre encore? Ouais, 2 questions, ok. Je te laisse le micro. Une question pour Sébastien. Vous expliquez tout à l'heure que la peur elle peut être régulée par la fréquence cardiaque et la régulation de la fréquence cardiaque. Est-ce qu'il y a des équipes de recherche qui ont essayé de voir s'il y a d'autres émotions qui peuvent être impactées par une variation physique? C'est vraiment spécifique de la peur. Ça c'est une super question. Tu veux pas venir travailler avec nous parce on se pose la question. Alors, l'idée principale, c'est qu'on comprend très bien pourquoi l'accélération des rythmes cardiaques, les besoins énergétiques que je parlais tout à l'heure, mais quand on embrasse quelqu'un, on a aussi une augmentation des rythmes cardiaques. Donc, à quoi ça sert ça? On ne se prépare pas pour... Peut-être on se prépare pour des exercices physiques, mais on ne se prépare pas pour s'échapper en tout cas. Donc, on ne sait pas. Non. Ouais. Donc, au moins l'interprétation à quoi ça sert, c'est côté à quoi ça sert. On a bien compris pour les émotions négatives, comme la peur, l'anxiété. Mais pour les autres, on est en train, dans le labo, on est en train d'étudier justement ça. Si c'est vraiment un effet secondaire, parce qu'il y a quand tu sens une émotion positive très très forte, il y a aussi un peu d'activation de l'amygdale. Si c'est un peu, comme je disais, secondaire et ça ne sert à rien. Donc, par exemple, je te propose une expérience. Si tu embrasses quelqu'un plusieurs fois, tu tombes amoureux de quelqu'un. Si je t'enlève cette réaction dans le corps, est-ce que tu tombes amoureux de la même manière? Ou ça va te donner une indifférence à long terme. Ça sert à quelque chose, donc cette espèce de connexion avec quelqu'un, on ne sait pas, ça n'a pas été étudié, donc on ne sait pas. Il y avait une autre question au fond. C'était qui, ouais. Tu parles fort? Moi, je me demandais, quand on est anxieux ou qu'on a peur, qu'on a du mal à dormir, on prend des médicaments. Ces médicaments, est-ce qu'ils vont aller agir dans le cerveau? Ils traversent la barrière hémato-encéphalique et comment ils agissent? Est-ce qu'ils sont capables de recapturer les neurotransmetteurs? Est-ce qu'ils vont anesthésier une zone du cerveau? Est-ce qu'ils vont agir autrement, comme les benzodiazépines? Bon, alors là, je formule la question, il est beaucoup plus simple que toi. C'est quid de l'effet, on va dire, des médicaments sur notre cerveau quand on veut, quand on veut mieux dormir. Tu parlais du sommeil, c'est ça? Ouais. Alors, pour les troubles de sommeil, je crois que c'était l'année dernière, les troubles de sommeil. Donc, il y a les anxiolytiques classiques qui travaillent très très bien, qui sont très très efficaces contre l'anxiété, pas contre la peur. C'est vraiment là une autre différence. Je pouvais rajouter dans le petit tableau. Les anxiolytiques marchent contre l'anxiété, mais pas contre la peur. Donc ça ne diminue pas une réponse de s'échapper ou de se battre. Ça ne marche pas à ce niveau-là. Ça va baisser cette idée d'être vigilant, alerte pendant longtemps. À niveau des sommeil, ça va t'aider parce que tu fais passer l'activité cérébrale en général, donc ça va t'aider à t'endormir. Les mêmes médicaments, par contre, il faut faire gaffe parce qu'il y a une fenêtre très très courte entre l'effet anxiolytique et la sédation. Donc, d'habitué sur cette chambre de drogue, il y a un petit warning de pas conduire, pas utiliser des machines, etc. Parce qu'il y a tu peux basculer sur une dose un peu plus forte très très facilement. Ça va t'aider à dormir, mais ça va t'empêcher à fonctionner normalement la journée. Donc il y a les deux côtés. Il faut rester attentif. Et après, il y a des médicaments qui nous aident à contrôler la peur.
qui travaillent sur le corps, les médicaments par exemple qu'on prend contre l'hypertension artérielle, qui inhibent ou qui baissent un peu l'activité cardiaque, qui sont aussi utilisés pour contrôler la peur. Grâce à, comme on parlait tout à l'heure, grâce au contrôle de l'activité cardiaque, et finalement, l'information va remonter dans les systèmes de défense dans les cerveaux. Merci. D'autres questions? Alors moi, c'est pas vraiment une question, mais c'est quelque chose qui m'inspire par rapport à ce que vous avez dit. Juste un petit témoignage. J'ai un fils de 25 ans qui est épileptique depuis l'âge de 8 mois et qui fait des crises partielles et des crises qui parfois se généralisent. Et dans notre parcours, en fait, j'ai connu la sophrologie, que j'ai d'abord intégrée dans ma vie et puis ensuite dans la sienne. Et aujourd'hui, il a des petites techniques qui, je trouve, ressemblent un petit peu aux vôtres. Il me dit que parfois, quand il a une crise partielle qui se déclenche, il utilise ces techniques, c'est-à-dire de respirer calmement, de visualiser son cerveau, de s'imaginer que la crise passe. Et dans un certain nombre de fois, ça marche. Alors, est-ce uniquement le hasard? Je ne crois pas. Non, pas. J'ai l'impression qu'il y a ce conditionnement, en fait, et ces outils qui aident en plus des médicaments et du reste. Le cerveau, c'est un outil incroyable. Non, je disais que le cerveau, c'est un outil incroyable et on sous-estime beaucoup ses capacités. Il peut être utilisable dans plein de cas différents dans la vie de tous les jours et non, c'est assez incroyable. Il faut savoir l'utiliser, avoir les bonnes techniques et y croire, mais il est capable de faire des sacrées belles choses. Ouais. On peut, puis autant le négatif que le positif au final. On peut se créer des maladies comme se guérir. Donc il faut faire attention. Et puis le stress aussi, je pense, c'est aussi... on peut créer des maladies avec le stress. Les gens trop stressés, c'est pas très bon. Merci. Alors, j'ai une question à te poser. Tout à l'heure sur le film, là, Tour du monde, c'est quoi le truc? Vous avez compris? Sinon, il est disponible sur YouTube. Donc la thématique du film, c'était de faire un tour du monde en restant en France, tout simplement. Donc c'est une ode au voyage local. C'est un sujet aussi d'actualité. Et c'est qu'à la fin du film, on découvre qu'on est resté en France. Donc il y a pas mal de personnes qui ont déjà été pris par la blague. Et il y a même dans des festivals des personnes qui ont quitté la salle en se disant c'est qui ce gars qui a fait un tour du monde pour faire un film de 15 minutes. Ils ont quitté la salle avant la fin. Donc ça fonctionne bien. Et donc voilà, c'était ça un peu le sujet du film. Ok. Alors avant de passer aux réjouissances, Carole j'ai remis cet écran parce que là, voilà, si vous pouvez laisser une petite évaluation sur ce que vous venez de vivre dans... tu vois, Carole, ça nous aide pour le futur, pour faire des événements qui vous satisfont. Je remercie vraiment du fond du cœur Yanis déjà pour vraiment la profondeur de ton témoignage. Moi, à chaque fois que je l'entends, je repars avec la même émotion, je repars avec... j'apprends des choses et je te remercie pour ça parce que c'est vraiment généreux de ta part. Et toi, Sébastien, merci d'avoir pris tout ce temps. On a compris que c'était, malgré que tu sois un grand chercheur, t'exprimer comme ça, finalement, de la façon la plus simple possible, c'est un stress. Donc, je vous propose de les applaudir. Merci beaucoup. Et maintenant, vous restez un petit moment tous les deux. Donc, vous pouvez continuer à échanger avec eux, puis avec d'autres ici dans la salle. Il y a de la bière du comté qui vous attend, il y a des sodas qui vous attendent, et puis il y a un buffet offert par la Semaine du Cerveau. Donc, bonne soirée à tous et merci pour votre présence surtout. Merci. C'est top, les gars. Merci. Ouais, c'est bien, super. Vous êtes top.